Elle s'appelait Delphine. Un soir de décembre, elle a disparu. Depuis, son absence hante les campagnes du Tarn. Dans cette vidéo bouleversante, nous vous emmenons à la découverte des lieux clés de l'affaire Jubillard. La maison du couple, les fermes abandonnées, les puits oubliés, les cimetières figés dans le silence. Ces endroits, chargés de mystères, pourraient-ils encore révéler la vérité? Cliquez sur la vidéo, plongez dans l'enquête et suivez pas à pas cette carte du silence où chaque lieu raconte une partie de l'histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune avancée et laissez un commentaire, selon vous, où se cache la vérité. La maison du couple Jubillard à Cagnac-les-Mines, point de départ du mystère. C'est ici, dans cette modeste maison blanche aux volets fermés, nichée dans un lotissement calme de Cagnac-les-Mines, que tout a commencé. Ce lieu en apparence anodin, situé dans le Tarn, est devenu le théâtre silencieux d'une affaire qui hante depuis bientôt 4 ans la mémoire collective française. La disparition de Delphine Jubillard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 a bouleversé une communauté, brisé une famille et posé une énigme policière que personne, jusqu'à présent, n'a su résoudre. Une maison, un couple, détention Delphine Jubillard, 33 ans, infirmière et mère de 2 enfants, vivait avec son mari Cédric Jubillard dans cette maison en cours de rénovation. Les travaux interminables, les tensions conjugales croissantes et l'annonce d'une future séparation imminente formaient un climat pesant entre les murs. D'après les témoignages de proches, le couple était en crise depuis plusieurs mois. Delphine envisageait une nouvelle vie avec un amant de Montauban, un homme rencontré sur les réseaux sociaux et avec lequel elle échangeait régulièrement. Cette liaison, connue de Cédric, aurait été une source majeure de conflits. Ce soir-là, Delphine met les enfants au lit, discute encore sur son téléphone, puis s'évapore dans la nuit. Officiellement, elle aurait quitté la maison en claquettes et pyjama, laissant derrière elle ses lunettes de vue, son sac à main, son téléphone et surtout ses enfants. Un scénario difficile à croire pour beaucoup. Cédric Jubillard, seul adulte dans la maison à ce moment-là, affirme ne rien savoir. Il déclare la disparition le lendemain matin vers 4 heures avec une voix décrite comme étrangement calme par l'opératrice du SAMU, lieu de vie devenu scène d'enquête. Très vite, la maison devient une scène de crime potentiel. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse arrivent sur les lieux. Ils relèvent chaque détail, des draps manquants, un chien qui ne réagit pas à l'absence de Delphine, une maison en désordre. Le téléphone de Delphine est géolocalisé pour la dernière fois à proximité immédiate du domicile. Rien ne semble indiquer une sortie volontaire et discrète, encore moins une fugue. Les experts en criminalistique analysent la chambre conjugale, le salon, les affaires personnelles. Ils cherchent des traces de sang, des fibres, des éléments pouvant attester d'un départ forcé ou d'une agression. Mais tout semble trop propre, trop maîtrisé, comme si une scène avait été soigneusement nettoyée. À défaut de preuves matérielles accablantes, ce sont les incohérences dans le récit de Cédric qui éveillent la méfiance. Une maison devenue symbole. Peu à peu, la maison des Jubillards devient un lieu emblématique de l'enquête. Les médias affluent, les riverains s'interrogent, le portail reste clos, les volets baissés, le lieu devient un symbole d'opacité. La France entière scrute cette bâtisse figée dans le temps comme si elle pouvait parler. Mais elle se tait. Des fouilles minutieuses y sont menées à plusieurs reprises. Les enquêteurs utilisent des outils high-tech, sondent les murs, le jardin, examinent la fosse septique et même le chien, Harry, est emmené pour des analyses. À chaque fois, les résultats sont frustrants. Rien ne permet de localiser le corps de Delphine. En 2021, et 1 an après la disparition, les enquêteurs reviennent, accompagnés cette fois d'un expert en criminologie. L'objectif, reconstituer les déplacements probables de Cédric pendant la nuit du drame. Une reconstitution silencieuse, où la maison devient à nouveau spectatrice d'un ballet judiciaire. Cédric reste impassible, renfermé, parfois provocateur. Il nie toujours toute implication, malgré son placement en détention provisoire. Une maison dans la mémoire collective. Aujourd'hui, cette maison est vide. Elle appartient toujours à la famille, mais personne n'y vit. Les volets sont scellés, la boîte aux lettres déborde. Certains habitants de Cagnac évitent même de passer devant. Pour eux, cette maison est un rappel constant de la douleur, de la peur et du non-dit. Elle incarne le paradoxe d'une affaire où tout semble commencer à l'intérieur, sans pour autant livrer ses secrets. Pourquoi Delphine aurait-elle quitté sa maison à cette heure? Où a-t-elle pu aller sans laisser aucune trace? Ou, plus sombrement, est-ce dans cette maison qu'elle aurait connu sa fin tragique? Les experts s'accordent à dire que, dans 80% des cas de disparition, la clé se trouve dans le cercle familial immédiat et très souvent au domicile. Ce principe, glaçant dans son évidence, plane au-dessus de la maison Jubillard comme un spectre invisible. Un lieu figé dans l'enquête, mais vivant dans les esprits. Le 15 décembre devient, chaque année, une date de commémoration silencieuse. Des bougies apparaissent sur les trottoirs, des messages de soutien sont glissés dans la boîte aux lettres.
Delphine, elle, reste introuvable. Et la maison, tel un mausolée moderne, continue de garder ses mystères. Les fermes abandonnées et les chemins forestiers, le territoire des fouilles. Si la maison du couple Jubillard est le point zéro du mystère, alors les paysages environnants forment son prolongement naturel, une toile de fond silencieuse sur laquelle se projettent les pires hypothèses. C'est dans les forêts profondes, les sentiers boueux, les fermes désaffectées et les talus rocailleux de la campagne tarnaise que les enquêteurs ont traqué, des mois durant, l'ombre de Delphine. Un territoire à la fois familier et labyrinthique où chaque mètre carré pourrait être porteur d'un secret enfoui. Et dans cette quête éreintante, le décor devient acteur, le sol un suspect muet, les arbres des témoins impassibles. Un terrain que Cédric connaissait trop bien. Le fait que Cédric Jubillard soit artisan, plaquiste et passionné de randonnée a rapidement orienté les soupçons vers lui, notamment lorsqu'il s'est agi de dresser la carte mentale des lieux qu'il aurait pu atteindre de nuit, en voiture ou à pied. Les enquêteurs se sont demandé si un corps devait être dissimulé, où irait quelqu'un qui connaît chaque sentier, chaque cabane, chaque zone en friche dans un rayon de 20 km, et surtout, comment retrouver un indice dans cette immensité. Très vite, les gendarmes organisent des battues autour de Cagnac-les-Mines, dans la garrigue, près des puits abandonnés, au bord des rivières, dans les anciennes carrières. Des drones sont utilisés pour survoler les zones les plus accidentées. Des chiens spécialisés dans la détection de cadavres participent à l'opération. Les résultats sont frustrants. Aucune trace, ni vêtements, ni restes, ni objets appartenant à Delphine. Mais l'enquête s'intensifie. Les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. Ils créent des modèles mathématiques de déplacement en fonction du temps, de la météo, de l'état de fatigue du suspect et des obstacles physiques. Une carte se dessine avec des zones rouges, des hotspots de probabilité. Et dans ces zones, les fermes abandonnées tiennent une place centrale. Des fermes devenues suspectes par leur isolement. Dans cette région rurale, les fermes isolées sont nombreuses, souvent désertées, parfois partiellement effondrées. Leur éloignement, leur accès difficile, leur absence de témoins en font des lieux idéaux pour cacher un crime. Certaines de ces bâtisses n'ont pas été habitées depuis plusieurs décennies. D'autres sont partiellement en ruine, recouvertes de lierre et entourées de broussailles. Leur atmosphère est presque cinématographique, digne d'un polar sombre. L'une de ces fermes, située à quelques kilomètres à l'ouest de Cagnac-les-Mines, a été particulièrement scrutée. Un signal GPS erratique provenant du téléphone de Delphine avait brièvement survolé la zone. Rien de concret n'y sera trouvé, mais ce fut un choc pour les bénévoles qui, chaque jour, ratisent ces lieux en espérant trouver un indice. Des vêtements enterrés, un bijou oublié, un ossement. Mais les fermes restent silencieuses. La fatigue des fouilles et l'espoir qui s'épuisent. Au fil des mois, la mobilisation reste forte, mais l'épuisement gagne. Les forces de l'ordre, les bénévoles, les journalistes locaux, tous racontent la même lassitude, le même vide. Les battues sont longues, parfois vaines, mais personne n'ose abandonner. L'espoir de retrouver Delphine ou d'apporter une réponse à ses enfants anime les équipes. Des zones boisées, plus reculées sont explorées avec minutie. Des puits sont sondés, des fosses ouvertes. Un ancien bâtiment agricole, effondré sur lui-même, sera même partiellement déblayé. Là encore, rien. Pourtant, certains riverains rapportent avoir vu une voiture suspecte dans ces secteurs, des bruits de moteur la nuit, des lampes torches, des témoignages flous, insuffisants pour avancer, mais assez pour entretenir la tension permanente. Une topographie qui résiste à l'enquête, le Tarn est une région splendide, vallonnée, dense. Mais dans le contexte de l'affaire Jubillard, cette beauté devient une menace pour la vérité. Chaque virage cache un fossé, chaque champ peut dissimuler un secret, chaque cabane une tragédie. La complexité géographique devient presque une entité hostile. Un gendarme a confié anonymement « Ce genre d'affaire est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que on ne sait même pas s'il y a une aiguille. » Cette phrase résume tout. Une immensité de terre, des centaines de kilomètres carrés, pour un mystère si intime et précis. Le juge d'instruction ordonne des recherches ciblées basées sur les habitudes de Cédric, ses trajets connus, ses zones de travail, ses balades à chien. Mais le suspect reste flou, parfois même moqueur dans ses déclarations. Il affirme n'avoir rien à cacher, mais les incohérences de ses propos, ses accès de colère en détention, et surtout son obsession pour le contrôle des versions officielles, laissent un goût amer aux enquêteurs. Des lieux devenus presque sacrés. Avec le temps, ces fermes, ces forêts, ces sentiers sont devenus des lieux de pèlerinage pour ceux qui veulent sentir ce que Delphine a pu vivre. Certains curieux viennent s'y recueillir, d'autres, plus pragmatiques, continuent de chercher, convaincus que le corps de Delphine gît quelque part dans cette immensité verte. L'idée d'un secret enterré, d'un détail oublié, pousse encore à l'exploration. Et pourtant, rien n'y fait. Malgré les efforts surhumains, les terres du Tarn ne parlent pas.
Elles restent fermées, impassibles, elles protègent de peut-être la vérité, ou bien elles n'ont jamais été le théâtre de rien. Peut-être que tout s'est joué ailleurs, peut-être que la maison du couple cache toujours ce que personne n'a su voir. Les cimetières, puits et ruines, les endroits hantés par le soupçon à mesure que les jours, puis les semaines, s'étirent sans nouvelles de Delphine Jubillard, les hypothèses les plus sombres prennent de l'ampleur. L'absence de scènes de crime claires, l'absence de corps, de témoignages décisifs ou d'éléments matériels tranchants amènent les enquêteurs à explorer les lieux les plus sinistres de la région. Car lorsque tout a été tenté, il reste ces endroits à oublier, chargés d'une aura de mort ou de disparition. Les cimetières, les puits, les ruines. Des lieux que l'on redoute, que l'on évite parfois, mais qui s'imposent comme autant de possibilités terrifiantes. Et à ce stade de l'affaire, chaque possibilité, même macabre, doit être examinée. Les cimetières, des lieux de fouille, mais aussi de symboles. En janvier 2021, un mouvement inattendu relance brièvement l'attention médiatique. Une équipe de gendarmes entame des fouilles dans un petit cimetière rural situé à quelques kilomètres de Cagnac-les-Mines. L'information filtre difficilement mais alimente rapidement les soupçons. Pourquoi un cimetière? Pourquoi ce lieu en particulier? Les habitants murmurent, certains évoquent une tombe fraîchement perturbée. D'autres parlent d'un comportement suspect observé la nuit, une silhouette près des grilles. Les enquêteurs, eux, restent discrets. Officiellement, rien n'est découvert. Mais symboliquement, le message est fort. La justice envisage désormais l'impensable. Que Delphine ait pu être enterrée clandestinement dans un lieu sacré, sous une dalle anonyme. Cela suggère un niveau de préméditation, de froideur, voire de cynisme, qui glace le sang. Plusieurs autres petits cimetières du Tarn sont également inspectés dans les mois suivants. Certains sont anciens, envahis de végétation sans surveillance. Un corps pourrait y reposer sans que personne ne le remarque pendant des années. Les familles endeuillées qui viennent s'y recueillir croisent les gendarmes, surpris, parfois émus. Car cette affaire est devenue collective. Chaque habitant du Tarn porte un peu de cette disparition dans son cœur. Les puits et cavités souterraines, l'hypothèse de la disparition invisible. Autre lieu de recherche, encore plus glaçant, les puits. La région, marquée par son passé minier, regorge de puits désaffectés, de galeries oubliées, de cavités naturelles. Certains sont profonds de plusieurs dizaines de mètres, cachés sous les feuilles ou les hautes herbes. D'autres sont connus seulement des anciens du village. C'est dans ces gouffres que les enquêteurs dirigent ensuite leurs efforts, souvent accompagnés de spéléologues, de pompiers spécialisés ou de chiens de recherche. Ces puits incarnent une angoisse particulière, celle de la disparition totale, sans trace, sans retour possible. Car si un corps était jeté dans une telle cavité, l'humidité, la profondeur et le passage du temps rendraient toute identification presque impossible. Les plongeurs engagés pour inspecter certaines de ces structures témoignent de la difficulté. Noir absolu, eau stagnante, risque d'éboulement. Mais ils acceptent, car l'ombre de Delphine plane sur chaque centimètre de ces abîmes. En mars 2021, une opération de grande ampleur est menée autour d'un ancien puits repéré dans un bois. Les pompiers y descendent, les caméras thermiques scrutent le fond. Mais une fois encore, le vide. Rien, pas un cheveu, pas un tissu. C'est comme si le sol refusait de parler. Les ruines, des décors de silence et de soupçon. Enfin, il y a les ruines, ces vestiges du passé rural ou industriel. Ces maisons écroulées, ces bâtiments oubliés à la lisière des bois. Elles sont nombreuses dans le Tarn, héritage d'une époque où les fermes familiales s'abandonnaient au profit de la ville. Aujourd'hui, ces ruines servent d'abri aux animaux, parfois de repères aux jeunes en quête d'adrénaline. Mais elles deviennent surtout des scènes potentielles d'horreur. Plusieurs d'entre elles sont fouillées à la demande du juge d'instruction, notamment après des signalements de promeneurs ou des incohérences dans les horaires de Cédric Jubillard. Chaque ruine est passée au peigne fin, sol retourné, murs sondés, greniers inspectés. Mais là encore, aucune trace de Delphine, pourtant certaines coïncidences de troubles. Une ruine située à 3 km de la maison du couple avait été visitée quelques semaines avant la disparition, par un artisan qui se révélera être un ancien collègue de Cédric. Un lien ténu, difficile à prouver, mais qui alimente les fantasmes. Des rumeurs circulent, parlant d'un complice potentiel, d'une aide pour se débarrasser d'un corps. La justice ne confirme rien, mais continue de chercher. Un territoire hanté par la disparition. Avec le temps, ces lieux deviennent des figures du malheur. Des parents interdisent à leurs enfants d'y jouer. Certains les évitent délibérément. D'autres, au contraire, s'y rendent pour ressentir quelque chose dans une démarche presque mystique. Car dans cette affaire où tout manque, le mobile clair, le corps, la scène du crime, l'imagination comble les vides. Et elle les comble dans ces endroits sombres, reculés, où la mort pourrait s'être glissée sans témoin. Delphine Jubillard, jeune femme souriante, aimante, disparue au cœur de la nuit, semble avoir été happée par le décor même de sa région natale.
Une disparition aussi totale, aussi silencieuse, ne peut que s'enraciner dans ces lieux où personne ne regarde. Et pendant ce temps, ses proches continuent de chercher, de prier, d'espérer. Une géographie du silence, quand les lieux deviennent des preuves muettes. Après la maison silencieuse, les fermes oubliées, les cimetières figés et les puits d'oubli, reste une évidence glaçante. Aucun de ces lieux n'a encore livré la vérité. Malgré les fouilles, malgré les heures de recherche, malgré l'acharnement des enquêteurs, la disparition de Delphine Jubillard reste un mystère. Et dans cette enquête sans corps, sans scène de crime avérée, ce sont les lieux eux-mêmes qui deviennent des indices. Des témoins muets d'une vérité que personne ne parvient à extirper. Les spécialistes de la criminologie le savent. Dans les affaires de disparition, surtout celles où l'on soupçonne un crime intrafamilial, la géographie joue un rôle essentiel. Elle délimite les possibles, réduit les hypothèses, trace les itinéraires, oriente l'enquête. Mais ici, dans le Tarn, elle s'est révélée aussi vaste que déconcertante. Elle a étouffé les certitudes, elle a brouillé les pistes, une carte mentale fragmentée. C'est ce que les enquêteurs ont tenté de faire dès les premiers jours, reconstruire la carte mentale de Cédric Jubillard. Où allait-il se promener? Où travaillait-il? Quels lieux connaissait-il parfaitement? Les zones boisées, les granges, les chemins secondaires. Tout a été examiné. Des dizaines d'itinéraires ont été superposés, des schémas de déplacement modélisés selon les habitudes, les distances, la durée estimée d'un éventuel transport de corps. Mais rien n'a pu aboutir à une certitude. Chaque lieu semblait à la fois trop évident et trop vaste. Le Tarn, dans sa beauté brute et sauvage, s'est imposé comme un labyrinthe. Et la maison des Jubillard, pourtant point de départ, reste une énigme figée dans le béton. Même les comportements spatiaux de Cédric ont été analysés avec soin. Son téléphone, bien que mis en mode avion, a laissé quelques traces. Son itinéraire nocturne reste flou. Il dit avoir dormi, puis découvert l'absence de sa femme au matin. Mais certaines applications, certains mouvements dans la maison, laissent penser à une activité. Des portes qui s'ouvrent, des lumières qui s'allument, une machine à laver utilisée, autant d'indices sans corps, autant de gestes sans explication, quand l'absence devient une preuve. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est le vide. L'absence totale de scène de crime. L'absence d'armes, l'absence de corps, l'absence même de cris, de témoins, de sons. Ce silence absolu. Et ce sont justement ces absences qui deviennent, au fil du temps, des preuves, car elles interrogent. Comment une femme peut-elle disparaître aussi proprement, aussi complètement, en pleine nuit, dans une région habitée ? Certains experts affirment que ce degré de disparition n'est possible que si le coupable connaît parfaitement le territoire, qu'il a su anticiper, effacer, dissimuler, qu'il a choisi un lieu invisible, qu'il a pris son temps, qu'il savait que ce sol l'aiderait à disparaître. C'est peut-être cela, le plus terrible dans cette affaire, la complicité du paysage. Cette campagne, si familière à Delphine et à ses enfants, a peut-être sans le vouloir absorbé une tragédie. Le bois qui borde la maison, la friche au bout de la rue, le fossé après le virage. Chacun de ces lieux peut être une tombe, une enquête hantée par l'invisible. Aujourd'hui, l'enquête avance, mais à pas lents. Les juges d'instruction poursuivent leurs interrogatoires, les avocats s'affrontent sur les pièces du dossier, les proches espèrent toujours. Cédric Jubillard, en détention depuis juin 2021, nie toute implication. Il n'a jamais avoué, il n'a jamais craqué, et sans aveu, sans corps, la justice reste suspendue. Mais les lieux, eux, n'oublient pas. Ils sont là, constants. La maison aux volets clos, la forêt silencieuse, la ruine abandonnée, le puits insondable, tous portent de la mémoire d'une disparition. Tous continuent de peser dans l'imaginaire collectif, comme si la vérité y était encore enfouie. Comme si, un jour, le sol finirait par parler. Les proches de Delphine, eux, n'abandonnent pas. Sa mère, ses amis, ses collègues continuent d'espérer une avancée. Ils organisent des marches blanches, des rassemblements, ils parlent d'elle, refusent que son nom soit oublié. Pour eux, chaque lieu est sacré, chaque mètre carré est une promesse de réponse. Le silence comme dernier témoin. 4 ans après les faits, ce qui frappe encore, c'est ce silence. Il est partout, dans les réponses évasives, dans les recherches sans suite, dans les terrains battus 1000 fois. Et surtout dans cette question obsédante. Où est Delphine ? Une question simple, universelle, et pourtant toujours sans réponse. Peut-être un jour, un marcheur trouvera un tissu décoloré. Un promeneur, un ossement. Une fouille, une trace. Et alors, le Tarn parlera. Mais en attendant, la géographie de l'affaire Jubillard reste celle du silence. Un silence épais, impénétrable, lourd de soupçons. Car dans cette affaire, ce ne sont pas les mots qui manquent, ce sont les lieux, les vrais. Ceux qui, un jour, révéleront enfin ce que tous pressentent, mais que personne n'ose encore dire à voix haute. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention et votre engagement sont précieux pour nous. En explorant ensemble les lieux emblématiques de l'affaire Delphine Jubillard, nous espérons avoir éveillé votre réflexion et votre curiosité.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes et révélations à venir. Laissez-nous un commentaire. Que pensez-vous de cette affaire? Un détail vous a-t-il particulièrement marqué? Activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de nos prochaines vidéos. À très vite pour de nouveaux reportages captivants. Merci encore pour votre fidélité.